Sur la scène du théâtre de la Michaudière, un homme s'avance, les pas mesurés, le regard droit. À 79 ans, Francis Perrin incarne pour la dernière fois le malade imaginaire. Les projecteurs éclairent une figure familière du public français, un visage d'éternel optimisme, d'intelligence vive, de talent reconnu. Mais derrière ce dernier salut, une question hante les coulisses. Depuis plus d'une décennie, une partie de la presse, des scientifiques et de l'opinion publique s'interroge « Et si cette figure admirée cachait une vérité plus trouble, plus personnelle ?» Pourquoi Francis Perrin, acteur nationalement décoré, est-il devenu la cible d'une polémique sur l'autisme, la parentalité et la méthode éducative qu'il a défendue bec et ongle? Et si cet adieu à la scène était en réalité une forme d'abdication silencieuse? Versailles, automne 1947. Dans une France qui pense encore les plaies de la guerre, un garçon vient au monde dans une famille cultivée, discrètement ancrée dans les cercles intellectuels de la région parisienne. Francis Perrin grandit entre livres et théâtre, bercé par les voix des classiques. Son père, Edmond Perrin, ingénieur aux convictions humanistes, nourrit en lui le goût des mots bien dits et des causes bien défendues. Très tôt, Francis montre une sensibilité hors norme. À l'école, il est déjà à part, observateur, souvent silencieux, mais capable de réciter Molière ou Beaumarchais avec une étonnante intensité. Il préfère les planches à la cour de récréation. Tandis que d'autres enfants rêvent de devenir pilote ou pompier, lui veut faire rire, pleurer et penser. Ses professeurs parlent d'un esprit à fleur de peau, passionné mais fragile. Ce sont ces premières années, si formatrices, qui forgent chez lui une forme de combat, celui de la différence, celui de la nuance, celui du droit à l'émotion. À 20 ans, il entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Là, il brille, pas par arrogance, mais par une intensité presque dérangeante. On raconte qu'il pouvait répéter des heures, seul dans les couloirs déserts, à la recherche de la note juste, du regard exact. Il rejoint la Comédie Française en 1972, un Graal pour tout comédien français, mais paradoxalement, il n'y restera que peu de temps. Car déjà, Francis étouffe. Il veut autre chose, un théâtre libre, audacieux, vivant. Il quitte la maison de Molière avec fracas, désireux de tracer sa propre route. Cette rupture, incomprise à l'époque, est la première d'une série de choix radicaux qui jalonneront sa vie. On le dit entier, intransigeant, il refuse les compromis faciles. Il préfère l'ombre d'une salle indépendante à la lumière d'une institution qui le bride. Mais il y a autre chose. Dans l'intimité de ses proches, Francis laisse entrevoir une douleur plus profonde, un combat intérieur qu'il ne partage qu'avec les siens. C'est un homme habité par la peur de l'exclusion, de l'injustice. Un homme qui, derrière l'humour et la clarté de son élocution, cache une angoisse constante, celle de ne pas être compris. Ce besoin viscéral de transmettre, de faire entendre, ne le quittera plus. Il devient metteur en scène, scénariste, chroniqueur. Son théâtre est politique, son verbe engagé. Il veut éveiller, bousculer, mais toujours avec élégance. Dans les années 1980, il se forge une image d'intellectuel accessible, populaire mais raffiné. Il incarne une certaine idée de la culture française, exigeante mais chaleureuse. Pourtant, quelque chose gronde en lui, une tension silencieuse, et ce n'est qu'au tournant des années 2000 que cette tension prendra corps, à travers le combat le plus intime de sa vie, celui pour son fils. À partir du milieu des années 1970, Francis Perrin devient un visage incontournable du paysage culturel français. Sa capacité à passer du théâtre classique aux comédies populaires le rend omniprésent, sans jamais tomber dans la facilité. Il joue, écrit, met en scène. On le voit dans La Jument verte, On s'est trompé d'histoire d'amour de Colline Serrault, Les aventures de Rabbi Jacob, ou encore à la télévision dans des séries à succès comme Le juge est une femme ou Mongeville. Son style, une diction millimétrée, une énergie généreuse, une capacité rare à faire cohabiter l'intellect et le rire. Le public l'adore, les critiques saluent sa rigueur.
Dans les années 1980, il dirige plusieurs théâtres, monte des classiques avec une modernité subtile, toujours soucieux de rendre la culture accessible. Il est de ceux qu'on appelle alors les passeurs, ceux qui savent emmener les foules vers les grandes œuvres. En 2001, il est nommé officier de l'Ordre national du mérite. En 2007, officier de la Légion d'honneur. Des distinctions qui viennent sacraliser une carrière sans faute, faite de travail acharné et d'engagement. Mais là où certains auraient choisi le confort de la reconnaissance, lui décide d'aller plus loin. Ce n'est plus seulement sur scène qu'il veut briller, c'est dans la société, dans le réel. Et c'est un événement intime qui va tout bouleverser. La naissance de Louis, son fils, diagnostiqué autiste sévère. Pour la première fois, le combat de Perrin quitte les planches et s'ancre dans la vie. À partir de 2005, il multiplie les prises de parole publiques. Sur France 2, France 5, TF1, il raconte sa douleur, son espoir, son acharnement. Il parle du silence des institutions, du manque de moyens, de l'errance des familles. Il devient, sans le vouloir vraiment, le porte-voix d'une cause trop souvent oubliée. C'est à ce moment qu'il se rapproche de l'ABA, ou Analyse appliquée du comportement, une méthode venue des États-Unis visant à rééduquer certains comportements des enfants autistes par la répétition, la récompense et la structuration rigide du quotidien. Perrin y croit. Il dit que c'est grâce à cette méthode que son fils a pu lire, à parler, à vivre. Il va jusqu'à financer et promouvoir l'ouverture de centres spécialisés. À ses yeux, c'est une mission, une urgence. La presse, dans un premier temps, applaudit. Les plateaux télé l'invitent. Le public s'émeut. Comment rester insensible à ce père courage, à ce comédien qui utilise sa notoriété pour une cause juste? En parallèle, sa carrière continue. Il alterne les rôles populaires et les engagements militants. Il tourne dans Mongeville, où il incarne un juge droit et humain, reflet de lui-même. Ses pièces attirent toujours autant de spectateurs, il vend des livres, il est aimé, respecté, écouté. Mais doucement, presque imperceptiblement, un frisson parcourt certains milieux, un doute, une gêne. Certains médecins s'interrogent. La méthode ABA, si populaire aux États-Unis, est-elle réellement adaptée à tous les enfants? Des voix discordantes s'élèvent, discrètes d'abord, puis de plus en plus audibles. On parle de pression excessive sur les enfants, de souffrances invisibles, de manque de validation scientifique. Perrin, lui, continue de défendre son choix, avec passion, parfois avec véhémence. Il publie Louis, pas à pas, un livre poignant dans lequel il raconte les progrès de son fils, mais aussi les épreuves, les nuits sans sommeil, les angoisses. Le succès est au rendez-vous, mais la fracture s'ouvre. Dans les cercles spécialisés, certains accusent l'acteur d'utiliser sa célébrité pour imposer une vision unique de l'autisme. D'autres estiment qu'il réduit un trouble complexe à une simple méthode comportementale. Une phrase prononcée lors d'une conférence fait débat. Si on veut aider ses enfants, il faut arrêter de se poser trop de questions et agir. Pour ses soutiens, c'est la voie du pragmatisme. Pour ses détracteurs, une dérive autoritaire. Ce qui est certain, c'est que le regard sur Francis Perrin change. D'homme de scène intouchable, il devient une figure clivante, adulé par certains, critiqué par d'autres. Et dans cette tension nouvelle, dans cette dualité entre admiration publique et malaise sous-jacent, se dessine la suite. Une suite plus sombre, plus opaque, où les convictions se heurtent à la complexité humaine. Au fil des années 2010, alors que Francis Perrin continue de défendre avec ferveur les bienfaits de l'ABA pour les enfants autistes, un autre récit s'écrit en coulisses. Un récit fait de tensions feutrées, de désaccords de plus en plus visibles, de regards autrefois admiratifs qui deviennent interrogateurs. Tout commence en 2012 par une enquête discrète, mais déterminante, menée par l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais. L'organisme public décide de procéder à une inspection du centre Camus à Villeneuve-d'Ascq, que Francis Perrin soutient publiquement et financièrement. Ce centre applique la méthode ABA à des enfants atteints de troubles du spectre autistique, parfois dès l'âge de 2 ou 3 ans. Loin des projecteurs, les inspecteurs de l'ARS relèvent des éléments préoccupants. Formation insuffisante de certains intervenants, protocole de suivi trop rigide, témoignages de familles divisées.
Si aucun abus manifeste n'est établi, le rapport final parle d'une absence de cadre scientifique stabilisé et recommande une réévaluation de l'approche comportementale systématique. Quelques mois plus tard, un article discret mais incisif paraît sur Mediapart. Intitulé « Autisme, quand les célébrités imposent leur vérité », le papier interroge la place croissante prise par des personnalités publiques dans des domaines médicaux sensibles. Francis Perrin y est cité à plusieurs reprises, sans attaque frontale, mais avec une insistance troublante sur l'influence qu'il exerce dans les médias. L'auteur de l'article s'interroge. Peut-on concilier sincérité d'un témoignage parental et responsabilité publique lorsqu'on devient porte-voix d'une méthode encore débattue par la communauté scientifique ? La question, bien que posée prudemment, sème le doute. Et ce doute, comme souvent, devient viral. Les forums de parents, les réseaux sociaux, les conférences spécialisées reprennent le débat. Certains parents dénoncent des pratiques ABA qu'ils jugent traumatisantes, d'autres témoignent de progrès impressionnants. La fracture devient idéologique. D'un côté, les ABA convaincus, souvent soutenus par les figures médiatiques comme Perrin, de l'autre, les tenants d'approches alternatives, souvent plus holistiques, plus douces, mais aussi plus lentes à produire des résultats visibles. Francis Perrin, jusque-là omniprésent dans les médias, commence à se faire plus rare. Il refuse certaines invitations, il décline les débats. À ceux qui l'approchent, il répond qu'il ne veut pas donner prise à la polémique. Mais le silence, dans ce contexte, est un aveu ambigu. Dans une émission Envoyé spécial sur France 2, diffusée en 2015, un extrait particulièrement marquant est rediffusé. On y voit Francis Perrin, en 2009, parlant de son fils. « Je veux qu'il devienne autonome. S'il faut répéter 10 000 fois un geste, on le fera. Ce n'est pas cruel, c'est nécessaire. » La phrase dite avec conviction est désormais analysée autrement. Certains y entendent de l'amour inconditionnel, d'autres une forme d'acharnement éducatif. La tension monte encore d'un cran lorsque plusieurs experts en psychologie du développement publient une tribune collective dans Le Monde en 2016, alertant sur les dérives possibles des méthodes comportementalistes trop systématiques. Sans jamais nommer Francis Perrin, les auteurs évoquent l'effet délétère de certaines figures publiques dont la parole, aussi sincère soit-elle, peut être prise à tort pour parole d'évangile. Dans les cercles proches de Francis Perrin, on sent une nervosité nouvelle. Son épouse, Gersande Dufromentel, qui l'accompagne dans ses engagements, commence à apparaître seule dans certains événements caritatifs. Officiellement, Francis se repose. Officieusement, on parle d'un repli. Des proches rapportent des tensions au sein même du couple, non pas sur l'amour pour leur fils, mais sur les choix de communication. Gersande serait plus prudente, plus nuancée. Elle souhaiterait, selon certains témoignages, prendre du recul sur l'exposition médiatique autour de la méthode. Le nom de Francis Perrin commence à disparaître des plateaux télé. Lorsqu'il revient, c'est pour parler théâtre, jamais plus d'autisme. À partir de 2017, il se concentre presque exclusivement sur Mongeville, la série policière diffusée sur France 3, où il incarne un juge à la retraite. Le personnage lui ressemble, calme, intègre, mélancolique. Mais même là, les journalistes remarquent une certaine fatigue, un regard fuyant, une lassitude inhabituelle. Lors de la dernière conférence de presse, en 2020, juste avant la fin de Mongeville, il déclare « J'ai eu une vie pleine. Il est temps peut-être de parler moins ». Une phrase simple, mais qui résonne étrangement dans la bouche d'un homme qui, toute sa vie, aura tenté de soigner les autres et peut-être, au fond, lui-même. Et c'est dans ce silence prolongé que Francis Perrin annonce à la surprise générale, en octobre 2025, qu'il remontera sur scène une seule fois, pour jouer le malade imaginaire, entouré de sa femme et de ses enfants. Les critiques y voient un adieu artistique, les proches une tentative de réconciliation avec son public. Mais certains y lisent autre chose, une mise en scène symbolique, presque thérapeutique, d'un homme qui toute sa vie aura tenté de soigner les autres et peut-être, au fond, lui-même. Le rideau se lève, une dernière fois. Francis Perrin s'avance sur scène, visage tendu, costume de Molière impeccable. Le malade imaginaire prend vie dans la salle comble du théâtre de la Michaudière. Les applaudissements pleuvent, mais une tension discrète flotte dans l'air. Ce n'est pas une représentation comme les autres, c'est une clôture, une page qui se tourne. Quelques jours auparavant, une autre page s'était rouverte, douloureusement. Une enquête du magazine l'Obs revient sur les méthodes éducatives appliquées dans plusieurs centres ABA en France, dont celui que Francis Perrin a longtemps soutenu. Le reportage, basé sur des témoignages anonymes d'anciens éducateurs et de familles, évoque des enfants soumis à des séances répétitives de plusieurs heures, des récompenses mécaniques
et une absence d'espace d'expression émotionnelle. Aucun nom n'est directement cité, mais tout y est. Les lieux, les dates, les associations, les méthodes, et surtout une phrase d'un parent resté anonyme. Nous avons cru à ce que disait Perrin, mais notre fils aujourd'hui ne supporte plus le contact humain. L'impact est immédiat. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des parents pro-ABA et anti-ABA s'invectivent. Des experts sont appelés sur les plateaux télé. Le débat, vieux de 10 ans, refait surface avec une brutalité inédite. Mais Francis Perrin, lui, ne dit rien. Pas un mot. Pas une ligne. Même ses proches collaborateurs semblent surpris par son silence. Un silence lourd, pesant. Il annule une apparition prévue à France Inter. Refuse une invitation de France 5 pour parler de sa pièce. Son attaché de presse invoque la fatigue, l'âge, la volonté de se concentrer sur sa famille. Mais ceux qui le connaissent bien savent, il est blessé, profondément. La blessure n'est pas seulement médiatique, elle est existentielle. Francis Perrin, toute sa vie, a voulu transmettre, être utile, faire le bien. Il découvre avec violence que son engagement le plus intime, celui pour son fils, est désormais remis en cause, vu par certains comme une erreur, voire une faute. Il se replie sur les siens. Gersande devient sa seule interlocutrice publique. Dans un communiqué bref, elle écrit « Nous respectons la pluralité des approches éducatives. Notre histoire est singulière. Nous ne revendiquons aucune vérité universelle. » C'est une tentative d'apaisement. Mais il est trop tard. Le nom de Francis Perrin, autrefois synonyme de culture et d'humanité, est désormais clivé. Certains le défendent encore, beaucoup hésitent, d'autres le condamnent. Dans l'intimité, l'acteur vacille, il doute, il relit ses livres, ses interviews. Aurait-il dû se taire? Aurait-il dû rester à sa place, celle d'un comédien, d'un témoin discret? La scène pourtant le tient debout. Chaque soir, il joue le malade imaginaire avec une intensité qui bouleverse. Certains critiques parlent d'une performance habitée par la douleur. Dans le public, des larmes, de l'émotion, mais aussi des murmures. On vient voir Francis Perrin comme on irait voir un homme qui s'excuse sans parler. La dernière représentation a lieu un dimanche soir de novembre 2025. À la fin, debout au milieu de la scène, il prononce ces mots. « Je vous remercie pour votre écoute. Ce soir, je me retire, à ma manière. » Puis, sans saluer une seconde fois, il sort par la coulisse et ne reviendra plus. Ce soir-là, dans les loges, il embrasse chacun de ses enfants, sa femme. Il ne parle presque pas. Ses yeux sont humides. On raconte qu'il a dit à son fils « Tu as été ma plus belle bataille ». Ce n'est pas une chute, ce n'est pas une disgrâce. C'est un effondrement doux, silencieux, d'un homme qui a tout donné et qui, peut-être, n'a jamais su comment se protéger lui-même. Il faut attendre janvier 2026 pour qu'un frémissement de réponse apparaisse. Pas un communiqué, pas une conférence, mais une lettre, manuscrite, publiée dans un magazine associatif consacré à la parentalité face au handicap. Un simple feuillet, signé Francis Perrin. Une lettre qui ne commence ni par « chère audience » ni par « mes excuses », mais par une phrase étrange, douloureuse. J'ai passé ma vie à essayer de convaincre alors que je ne m'étais jamais autorisé à douter. Dans ce texte de quelques paragraphes, l'homme ne nie rien, il ne renie rien non plus. Il reconnaît avoir défendu avec une ferveur peut-être excessive une méthode qui, pour lui, a été salvatrice. Il parle de son fils, Louis, avec tendresse et admiration. Il dit que c'est en le regardant avancer qu'il a cru trouver une vérité valable pour tous. Puis vient cette phrase qui glace et bouleverse à la fois. Le piège du combat, c'est qu'on finit par croire que la victoire vaut plus que l'écoute. Tout est là. L'aveu n'est pas celui d'un crime, mais celui d'un entêtement, d'un trou plein d'amour qui aurait viré peut-être à l'aveuglement. Il admet avoir fermé les oreilles à ceux qui proposaient d'autres chemins, convaincu que le sien était le seul praticable. Il ne s'excuse pas parce qu'il n'a pas blessé avec malveillance, mais il s'incline. Il écrit « Je suis prêt à entendre ce que je n'ai pas voulu écouter ». Cette lettre, sobre, modeste, bouleverse les lecteurs.
Elle circule rapidement sur les réseaux. Certains y voient un signe de courage, d'autres une tentative de réhabilitation. Mais tous s'accordent sur un point, enfin il parle. Et il parle vrai. Dans les jours qui suivent, plusieurs parents d'enfants autistes réagissent. Des messages de soutien, des partages d'expériences. Un père écrit sur Twitter. J'ai été en désaccord total avec Perrin, mais aujourd'hui, je comprends l'homme derrière la posture. Un silence digne, enfin rompu. Mais au-delà des mots, c'est le geste qui marque. Francis Perrin annonce qu'il se retire de toute participation publique à des comités, associations, colloques sur l'autisme. Non pas par fuite, mais par respect pour la complexité. Il choisit de se taire là où il avait tant voulu parler. Ce n'est pas un effacement, c'est une transmission. À la nouvelle génération de parents, de soignants, d'éducateurs. À son fils aussi, désormais adulte, et qui, dans une vidéo rare diffusée par l'association Voix Plurielle, dit simplement « Papa m'a montré la route, maintenant je veux choisir mes pas ». Cette phrase, plus encore que la lettre, scelle un chapitre. Francis Perrin n'a pas trahi, il a cru, intensément. Et c'est précisément cette intensité, si humaine, si faillible, qui aura été sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Le rideau est tombé, définitivement. Francis Perrin, désormais retiré du monde public, vit loin des plateaux, loin des débats, dans une maison discrète du sud de la France. Là-bas, il lit, il écrit parfois, il s'occupe de son jardin, regarde les oiseaux et s'occupe de ses proches. De son immense carrière, il ne reste pas seulement des captations de théâtre, des épisodes de Mongeville ou des citations dans les manuels d'histoire du spectacle. Il reste une empreinte plus fine, plus complexe, celle d'un homme qui, toute sa vie, a tenté de concilier lumière et vulnérabilité. Francis Perrin n'a jamais été un provocateur, ni un révolutionnaire, mais il a été, sans relâche, un homme de conviction, un homme pour qui l'amour d'un fils a eu plus de poids que l'amour d'un public. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon. À l'heure où la notoriété pousse tant de figures à lisser leurs discours, à éviter toute controverse, lui a pris le risque de se brûler. Il aurait pu se contenter d'être un comédien respecté. Il a choisi d'être un père engagé. Il aurait pu se protéger. Il a préféré s'exposer. Dans l'histoire récente de la culture française, rares sont ceux qui auront incarné avec autant de sincérité les tensions de leur époque, entre raison et émotion, science et intuition, collectif et intime. Aujourd'hui, le nom de Francis Perrin ne fait plus la une, il est presque oublié du grand public. Mais dans les milieux du handicap, dans certaines familles, dans quelques amphithéâtres où l'on forme les éducateurs de demain, son nom revient, non pas comme un modèle, mais comme un avertissement. Un rappel que toute bonne intention peut devenir violente si elle refuse le doute. Un rappel que l'amour, aussi puissant soit-il, n'est jamais un argument d'autorité. Et pourtant, si l'on regarde l'homme derrière l'acteur, on ne voit pas une idole brisée, ni un militant fanatique. On voit un père, fatigué, silencieux, mais digne. Et l'on se demande, en refermant ce chapitre, avons-nous vraiment le droit de juger ceux qui, pour aimer, ont tout risqué ?